Un petit peu en retard, alors on va commencer. Bonjour, merci beaucoup à vos enseignants de m'avoir invité à vous présenter un aspect un peu particulier, mais qui peut avoir des retombées, comme je vous le ferai voir, sur votre prochain métier, sur vos compétences. Et donc je vais vous présenter sous forme d'une histoire, comme elle s'est passée, ce que l'on peut faire en matière de recherche de micro-organismes pathogènes, de microbes qui peuvent rendre l'homme malade, à partir des échantillons qui peuvent être fouillés dans telle ou telle circonstance. Et donc mon nom c'est Michel Drancourt et je travaille à la faculté de médecine de Marseille. Ma formation est celle d'un médecin, je suis médecin, et plus particulièrement microbiologiste, c'est-à-dire que mon métier c'est effectivement d'étudier les microbes, notamment les microbes qui rendent l'homme malade. Et donc on va faire un bond pour vous géographique, puisqu'on va se déplacer, si vous le voulez bien, à Marseille, et puis un petit bond dans le temps, puisqu'on va se déplacer au XVIIIe siècle. Et ça, c'est une vue qui n'est pas du XVIIIe siècle, c'est une vue contemporaine de Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, vous avez là-haut Notre-Dame de la Garde, dite la Bonne Mère, qui veille sur le vieux port de Marseille. Et donc, ce que vous avez sur le panneau, c'est une vue du vieux port de Marseille. En 1720, début du XVIIIe siècle, la ville de Marseille est un port de commerce, comme elle tente de le rester aujourd'hui. Et comme tous les ports de commerce de la Méditerranée au XVIIIe, la ville dispose d'un système de prévention contre les épidémies. En effet, tous les ports de la Méditerranée se souviennent au XVIIIe siècle des épisodes qui se sont passés dans les siècles antérieurs, à partir du Moyen-Âge. Tous les ports se souviennent des épisodes d'épidémies, et tous les ports de la Méditerranée ont donc mis en place un système de prévention. Ce système de prévention, il était simple et efficace. Il consistait à faire en sorte qu'un bateau qui abordait un port de Méditerranée comme Marseille n'abordait pas immédiatement le port, mais restait à distance du port. Et des officiers de santé qui vivaient, vous voyez, dans ce bâtiment qui est daté de 1719, c'est un bâtiment que vous pouvez voir actuellement à l'extrémité du vieux port de Marseille. Eh bien, les officiers de santé qui étaient appointés par la municipalité de Marseille montaient à bord du navire, et l'officier de santé regardait ce que l'on appelait le livre de bord, et sur le livre de bord, il y avait deux types de renseignements qui étaient intéressants vis-à-vis du problème des épidémies. D'une part, quels sont les ports que le navire a fréquenté tout au long de son périple en Méditerranée, et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des morts suspects à bord de ce navire. Et donc c'est un dispositif qui fonctionnait extrêmement bien. Si le navire avait visité des ports de Méditerranée où l'on savait par ailleurs qu'il y avait des épidémies, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones mobiles, mais en réalité l'information cheminait quand même de savoir que dans telle ou telle région de Méditerranée, il y avait une épidémie en cours dans les mois passés, ou bien s'il y avait eu des morts suspectes, c'est-à-dire des morts qui n'étaient pas expliquées de façon évidente, eh bien à ce moment-là, on laissait le navire en quarantaine stricto sensu, c'est-à-dire effectivement 40 jours à distance du port de Marseille. Et pour ceux qui connaissent la région, les navires étaient amarrés en réalité au large de la Ciotat, c'est-à-dire à peu près à une petite vingtaine de kilomètres au large de Marseille, sur la côte. Et donc ces navires restaient en quarantaine, et on observait pendant 40 jours, s'il ne se passait rien de particulier, eh bien à ce moment-là, il y avait un blanc-seing qui était donné au navire pour aborder enfin le port de commerce, décharger les hommes et décharger la cargaison. Donc voilà le système qui était en place au XVIIIe siècle en Méditerranée, et notamment à Marseille. Et puis le 25 mai 1720, très exactement, se présente un nouveau navire de commerce qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, un navire qui avait été affrété par les commerçants, certains commerçants de la ville de Marseille, qui étaient des commerçants en tissus, en soieries, qui avaient affrété ce navire pour aller chercher des tissus un peu précieux, des soieries dans le Proche-Orient, en particulier dans la région du Liban, qui servait un peu d'interface, si vous voulez, pour le commerce de telles soieries avec l'Orient. Donc toujours est-il que ce Grand Saint-Antoine, ce navire affrété par des commerçants marseillais, avait fait tout un périple en Méditerranée, notamment dans des ports du Liban, où l'on savait qu'il y avait des épidémies en cours en 1720, et il se présente le 25 mai, comme tous les autres navires, au large de Marseille, pour demander à aborder le port et décharger la cargaison et les hommes. Comme d'habitude, les officiers de santé montent à bord, ils regardent le livre de bord, et patatras, d'une part, le Grand Saint-Antoine a visité des ports où l'on sait qu'il y avait des épidémies, et d'autre part, il y avait eu 5 morts suspectes à bord, non expliquées. Donc que fait l'officier de santé? Eh bien, il dit au Grand Saint-Antoine, enfin au capitaine Chanteau, qui était le capitaine du bateau, vous n'abordez pas le port de Marseille, vous restez au large, et on vous met en quarantaine. Le point gênant, c'est qu'il y avait à bord plusieurs millions, l'équivalent de plusieurs millions d'euros de cargaison, et cette cargaison devait être réalisée
à la foire de Beaucaire. Beaucaire, c'est une ville le long du delta du Rhône, qui est située donc à 1 heure, actuellement à 1 heure de Marseille, disons à peu près, avec nos moyens de communication actuels. Et donc il y avait tous les ans début juillet une foire à Beaucaire où les commerçants pensaient naturellement réaliser leur cargaison. Donc qu'ont fait les commerçants marseillais? Ils ont glissé un petit billet à l'officier de santé. Finalement, l'officier de santé est remonté à bord quelques jours après. Il a dit, bon, en réalité, on va couper la poire en deux. Les hommes restent à bord. Les hommes, ça n'a pas beaucoup de valeur à ce moment-là. Les hommes restent à bord, mais j'autorise le déchargement de la cargaison. Donc la cargaison débarque dans le port de Marseille, qui s'appelle le port de la Joliette, et voilà le résultat. En quelques jours, une grande épidémie déferle sur la ville, et vous voyez une quasi-photographie d'un peintre marseillais qui s'appelle Michel Serres. L'épisode, vous voyez, se passe en 1720, Michel Serres est mort en 1733, donc c'est un contemporain de cet épisode épidémique. Il a vu sous ses yeux l'épidémie, il n'en est pas mort, et il va peindre, quasiment photographier, cette épidémie où l'on voit donc tout un tas de cadavres qui jonchent les rues de Marseille. On voit des cadavres qui sont emmenés sur des charrettes. Alors, bon, on reconnaît bien, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît un peu la ville, mais on reconnaît très très bien ce qui s'appelle le cours Belzins sur cette vue. Sur la précédente, eh bien, c'est la mairie de Marseille actuellement. Monsieur Baudin a son bureau dans cet établissement que l'on reconnaît très très bien. Il n'y a aucun problème. Le cours Belzins, qui s'appelait à ce moment-là, je crois, cours La Reine. On voit des charrettes là qui emportent les cadavres à droite et à gauche. Pour les amateurs d'art, et il y en a certainement parmi vous, vous reconnaîtrez pour les spécialistes la figure de rhétorique d'une épidémie, c'est-à-dire le bébé qui tète le sein de la mère morte étalée sur le sol. Donc vous voyez, ce sont des photographies, mais avec une part de symbolique et de grammaire picturale. Bref, une grande épidémie s'abat sur notre ville, et l'on a pu reconstituer l'avancée de cette épidémie à partir du point A là-haut, qui correspond effectivement au port de la Joliette actuel. Cette épidémie, vous voyez, si on suit les flèches noires, s'étend dans la partie à droite de la diapositive, la vieille ville, ce qu'on appelle actuellement le Panier à Marseille, qui est effectivement le cœur historique de la ville. Et puis l'épidémie, malgré les efforts des Marseillais de l'époque, va s'étendre sur les quartiers qui sont dessinés en couleur orange, qui sont au XVIIIe siècle, la ville moderne. C'est la nouvelle ville qui a été bâti en particulier sous l'impulsion de Louis XIV, qui a installé les galères royales, ce qui lui permet de tenir la ville de Marseille. Marseille a toujours été un peu rebelle par rapport au pouvoir central, y compris sous Louis XIV, et donc le roi essayait de tenir la ville en ayant installé ses canons juste en face, en réalité, la ville historique de Marseille. Bon, bref, toujours est-il que cette déferlante de cadavres, de morts, s'étend des vieux quartiers jusqu'au nouveau quartier de la ville, et malgré les efforts héroïques de personnages qui sont restés tout à fait présent dans la mémoire collective de notre ville, comme le chevalier Rose, que l'on voit ici sur son cheval, en train d'essayer d'organiser la lutte contre l'épidémie. Celle-ci s'étend, elle s'étend à tous les quartiers de la ville, elle s'étend malgré ce genre d'exhortation intéressante pour ceux d'entre vous qui sont plus sur le versant historique, où on voit que dans un premier temps, il y a une sorte d'enthousiasme, comme souvent d'ailleurs dans ces épidémies, une sorte d'enthousiasme des survivants qui s'occupent des cadavres, et puis rapidement, l'enthousiasme va s'émousser, de sorte que les édiles vont donner de l'argent en contrepartie de l'effort qui est de prendre les cadavres, de les mettre sur les charrettes et d'aller les enterrer. Donc rapidement, à l'enthousiasme d'enterrer les morts, eh bien, il remplace le fait qu'il faut les payer. Malgré tous ces efforts, l'épidémie va s'étendre, elle va déborder la ville de Marseille, elle va s'étendre en Basse-Provence, et si vous avez l'occasion, parce que j'espère de venir dans la région au printemps, c'est la meilleure période en ce moment, il pleut à Sceaux, c'est pas bon, mais si vous venez au printemps, bien, vous promènerez peut-être au nord d'Aix-en-Provence, entre Aix-en-Provence et le Luberon, et en vous promenant, vous rencontrerez ce genre de choses qui s'appelle le mur de la peste. Et donc le mur de la peste a effectivement été bâti pour encercler toute cette zone de Basse-Provence qui était soumise à cette grande épidémie en 1720-1722, et vous aviez de ce côté-ci du mur les grenadiers du roi qui empêchaient quiconque de sortir de cette zone épidémique. Et puis, quelques années plus tard, vous voyez, plus de 2 siècles et demi plus tard, eh bien, des anthropologues, vos collègues de la faculté de médecine de Marseille, qui s'appellent toujours Olivier Dutour, Michel Signoli et leurs jeunes collègues, sont tombés sur ce charnier qu'ils ont démasqué dans le quartier du Panier, dans le quartier historique de Marseille. Et rapidement,
ils ont pu comprendre que ce charnier qu'ils avaient démasqué dans le vieux Marseille correspondait en réalité aux morts de cet établissement que vous pourrez bientôt à nouveau fréquenter parce que ça va être un hôtel de grand luxe sur le vieux port de Marseille, était en 1720 pas du tout un hôtel de luxe, mais un hôpital public dans lequel étaient hospitalisés les victimes de cette grande épidémie 1720-1722. Donc ils ont pu matcher, si vous voulez, les caractéristiques à proprement parler anthropologiques du charnier de catastrophe qu'ils ont fouillé avec le registre des entrées et surtout avec le registre des sorties de l'Hôtel-Dieu de Marseille qui était tenu par des sœurs catholiques et donc qui notaient scrupuleusement le nom, le prénom, le jour d'admission, l'heure de décès des personnes. Et donc à partir de là, ça je vous l'épargne, c'est quand je fais cours à des pauvres microbiologistes, mais ici évidemment ça n'a pas de sens. Et donc nos collègues du laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine de Marseille sont venus nous voir au laboratoire de microbiologie dans lequel je travaille en disant est-ce que vous avez moyen de nous prouver que c'était bien une épidémie et si oui, quel était le microbe responsable de l'épidémie en question. Et donc ils sont venus avec des photographies comme ça en disant voilà ce que l'on a, nous au laboratoire, maintenant en pratique on a des squelettes. À partir de là, est-ce qu'il est possible de démasquer le fait qu'il s'agissait ou non d'une épidémie, et si oui, quel est le microbe responsable? Alors lorsque l'on a affaire comme ça à des squelettes que vous démasquez dans des charniers, on peut avoir plusieurs types finalement de prélèvements dans lesquels nous en microbiologie on va pouvoir travailler. Alors on va pouvoir travailler, ça se fait rarement, sur du matériel complètement de l'environnement, j'en parlerai pas plus, mais c'est un domaine qui est très très peu travaillé actuellement. La recherche de microbes anciens dans des sédiments n'est pratiquement pas faite, à quelques exceptions près, et c'est probablement dommage. Un deuxième type d'échantillon que je vous exhorte à récupérer quand vous ferez des fouilles, ce sont les ectoparasites. Ça, pour nous, microbiologistes, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de maladies de l'homme qui sont transmises à l'homme par ce genre de petites bêtes, par des tiques, par des puces, par des poux, qui sont figurés par ce panneau au milieu. Alors ça, c'est pas compliqué à récupérer. Pour récupérer ça et le confier après éventuellement au laboratoire de microbiologie, il suffit de récupérer des sédiments autour du squelette ou autour du caveau ou autour du corps. Et puis après, c'est très simple, vous mettez vos sédiments sur une interface eau-huile, l'huile surnage, l'eau est en dessous, donc vous avez de l'eau, de l'huile, vous versez doucement vos sédiments dessus, et qu'est-ce qui se passe? Les sédiments, à proprement parler, évidemment, vont être attirés par la gravité, ils tombent au fond de votre récipient, mais ce genre de petit ectoparasite est très peu dense, et il va surnager, vous n'avez plus qu'à récolter à la surface de l'huile vos ectoparasites. C'est très rarement fait, c'est très dommage, parce que collectivement, c'est une source extrêmement importante d'informations sur les microbes anciens. Encore une fois, il y a beaucoup de maladies, y compris aujourd'hui, qui sont transmises par l'intermédiaire de ce genre de petits ectoparasites. Donc c'est très facile à faire, encore faut-il y penser et le faire. Donc s'il vous plaît, ne jetez pas comme ça vos sédiments à la brouette à côté pour dégager, collectez-en au moins quelques échantillons dans des sacs, et puis après revenez au laboratoire, ou peut-être même sur le terrain, vous voyez, c'est très facile, de l'eau, de l'huile, c'est pas très compliqué, hop, on récolte et c'est vite fait. Autre source de connaissance des microbes qui rendent l'homme malade dans les siècles précédents, les animaux. Je n'ai pas le temps et je ne le ferai pas de développer ça, mais nous avons travaillé sur des chats notamment, c'est pour ça que j'ai mis une petite photographie de chats, sur des chats en particulier. On a accédé aux chats qui ont été démasqués dans la cour carrée du Louvre lorsque la pyramide du Louvre a été construite il y a quelques années, et on a retrouvé dans ces chats qui étaient datés par vous, par les anthropologues, par les paléozoologues, d'époque Saint-Louis, on a retrouvé dans ces chats d'époque Saint-Louis un microbe, une bactérie qui s'appelle Bartonella. Cette bactérie Bartonella est responsable d'une maladie chez l'homme, y compris aujourd'hui, que l'on appelle tout simplement la maladie des griffes du chat, qui atteint notamment les enfants et les jeunes gens, et qui est une maladie qui se traduit par la présence de ganglions dans le cou. Alors ça m'a intéressé, moi, de trouver des Bartonella dans les chats d'époque Saint-Louis, puisque vous vous souvenez que Saint-Louis partageait avec le roi d'Angleterre, il tenait ça de Dieu, la capacité, vous savez, de guérir les écrouelles par apposition des mains comme ça. Alors dans les écrouelles, il devait certainement y avoir évidemment des ganglions tuberculeux qui ne guérissaient pas comme ça, mais dans le tas, il y avait aussi certainement des maladies des griffes du chat qui donnent des ganglions pareils. Or la maladie des griffes du chat, c'est intéressant parce que ça guérit tout seul en un mois et demi. Il faut attendre, c'est tout. Donc on peut concevoir qu'effectivement le roi
faisait quelques miracles, puisqu'il guérissait une maladie qui de toute façon allait guérir toute seule. Bref, les animaux sont une source extrêmement importante de connaissances de microbes qui sont responsables d'infections chez l'homme aujourd'hui et dans les siècles ou les millénaires précédents. Sur l'homme lui-même, à quoi peut-on accéder? Très très rarement, bien entendu, des corps congelés, mais c'est assez rare. Le meilleur exemple qu'il y a de ça, c'est la redécouverte complète du virus responsable de la grippe espagnole en 1918, 19 et 20. Et ce virus a été complètement reconstitué à partir du corps de 6 bonnes sœurs qui s'étaient mises en tête d'aller évangéliser l'Alaska, qui sont mortes de grippe espagnole, qui ont été enterrées in situ dans du permafrost, qui en quelque sorte, si vous voulez, ont été mises au congélateur pendant 80 ans, pas tout à fait, 75 ans. Et puis 75 ans, 80 ans après, eh bien, on a pris des petits morceaux, une équipe américaine a pris des petits morceaux de poumons de ces sœurs et a pu reconstituer complètement le virus de la grippe espagnole, a pu recultiver le virus de la grippe espagnole, et donc on a actuellement au laboratoire le virus de la grippe espagnole, on le connaît parfaitement bien, on sait y compris à quel antiviral il est sensible, tout ça est complètement fait à partir de corps congelés. Mais les corps congelés, c'est quand même relativement rare, c'est pas souvent de tomber là-dessus. Un petit peu plus fréquent, les corps momifiés, hein, comme vous le savez mieux que moi, tout un tas de cultures, dans tout un tas d'époques, dans tout un tas de pays, la momification des corps est quelque chose qui est finalement une sorte de permanence dans beaucoup de cultures. Je veux dire, Lénine a été vu momifié pendant longtemps sur la place rouge, donc c'est pas... Et puis actuellement, si vous cherchez sur Internet, si dans un temps très lointain, quand vous décéderez, vous voulez vous faire momifier, il suffit de payer, ça se trouve très très facilement sur Internet. Donc la momification, c'est un processus qui est très très répandu en réalité. Ce sont des tissus qui pour nous en microbiologie sont de bonne qualité, mais là aussi, c'est quand même pas si fréquent que ça de tomber sur des corps momifiés, mais il y a pas mal de travaux dans la littérature que vous pourrez retrouver de recherche de microbes sur corps momifiés. Les tissus fixés, c'est très récent, c'est 19e siècle, hein, c'est là où on se met à fixer les tissus, le poumon, le cœur, ainsi de suite, que l'on prélève sur cadavre. Donc c'est très très récent. Et puis naturellement, ce qui est absolument évident quand on tombe sur des squelettes, c'est de travailler sur l'os, mais comme on le disait tout à l'heure, l'os est moyennement intéressant parce qu'il y a très peu de microbes qui vont attaquer spécifiquement l'os chez l'homme. En pratique, il n'y a que 2 groupes de maladies infectieuses qui attaquent l'os. Les infections qui sont liées à des mycobactéries, c'est-à-dire, pour parler clair, la lèpre et la tuberculose, et ensuite les maladies qui sont liées à des spirochètes, c'est-à-dire en clair, beaucoup la syphilis. Mais en dehors de tuberculose, lèpre et syphilis, les autres microbes n'attaquent pas l'os. Donc finalement, quand vous analysez l'os, vous pouvez trouver un diagnostic de ces 3 maladies, mais c'est tout. Toutes les autres maladies infectieuses vous échappent si vous analysez l'os. Et donc ce que l'on a inventé au laboratoire à Marseille, c'est de travailler sur la dent, ou plus précisément, de travailler sur la pulpe dentaire, qui est, si vous voulez, cette partie que l'on a tous à l'intérieur de notre dent. C'est cette partie-là qui contient les vaisseaux, qui contient le petit nerf. C'est pour ça que ça fait mal quand on a une carie, parce que quand on a une carie, eh bien cette zone-là, la pulpe dentaire et le nerf qui est au milieu, est exposé dans la bouche, et du coup ça devient extrêmement douloureux. Et donc ce que l'on a imaginé, c'est de travailler cette pulpe dentaire. Alors comment la travaille-t-on? Oh, ça démarre tout seul, c'est extraordinaire. Voilà comment on la travaille. Donc, ça, c'est le matériel que vous nous fournissez. Vous nous fournissez par exemple une mandibule. Et donc, on va éventuellement, on le fait d'ailleurs de moins en moins, radiographier la mandibule pour regarder quelles sont les dents qui nous intéressent le plus. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les dents incluses et avec une grande chambre pulpaire. On réalise sans anesthésie une extraction de la dent et le patient ne se plaint pas. Extraordinaire. On extrait donc la dent. On réalise, vous voyez, un trait de fracture longitudinale sur la dent. Donc ces travaux sont faits avec des dentistes. On a des dentistes chevronnés ou plus jeunes qui travaillent avec nous au laboratoire, en particulier Gérard Aboudaran, qui est maître de conférence à la faculté d'odontologie à Marseille et qui a été avec nous l'initiateur de tous ces travaux de paléomicrobiologie. On réalise donc un trait longitudinal de fracture, on ouvre la dent en 2, et ensuite, eh bien, on peut récupérer les restes de pulpe dentaire, qui sont des restes pulvérulents, comme vous allez le voir. Voilà.
il n'y a plus qu'à gratter, entre guillemets, l'intérieur de cette chambre pulpaire pour récupérer la pulpe dentaire. Alors l'idée, c'est que la pulpe dentaire, c'est chez l'homme un tissu qui est extrêmement vascularisé. C'est exactement la même vascularisation que le cerveau. C'est la même densité, donc très richement vascularisé. Et c'est une vascularisation que l'on appelle terminale, c'est-à-dire que les artères ne bouclent pas, si vous voulez. D'accord, hein, elles apportent le sang, et puis voilà, c'est une vascularisation que l'on appelle terminale. L'idée que l'on a eue, c'est de dire, eh bien, si les individus de Marseille sont morts d'une maladie infectieuse, ce qui n'est pas encore certain, peut-être ils sont morts d'une maladie infectieuse au cours de laquelle le microbe se promenait dans le sang et a provoqué la mort parce qu'il se promenait dans le sang. C'est ce qu'on appelle une septicémie, lorsqu'il y a un microbe qui tourne par le sang dans tout le corps, une septicémie. Et à ce moment-là, si les personnes sont mortes de septicémie, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir retrouver dans la pulpe dentaire qui est gorgée de sang, gorgée de vaisseaux sanguins, le microbe responsable de la septicémie. Comment faire ça? Comment peut-on essayer de retrouver un microbe au laboratoire? Eh bien, on utilise en paléomicrobiologie exactement les mêmes outils dont on se sert pour faire le diagnostic moderne des patients actuels, de nos contemporains. Pour trouver un microbe chez un malade aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de regarder au microscope le tissu du patient pour voir si on voit le microbe. En haut, c'est un microscope optique, donc ça voit les bactéries. Juste en dessous, c'est un microscope électronique si vous voulez voir des virus. Les virus, c'est tout petit, ça mesure de l'ordre de 100 nanomètres. Il faut un microscope électronique. Là, vous trouverez dans la littérature des travaux qui ont vu des microbes en microscopie optique ou en microscopie électronique à partir d'échantillons anciens. Il y a même des virus, en particulier le virus de la variole, qui a été vu sur une momie italienne Renaissance en utilisant le microscope électronique. On peut essayer d'isoler et de cultiver le microbe. Alors ça, c'est un peu le rêve, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, mais pour l'instant, personne au monde, à ma connaissance, n'a réussi à recultiver un microbe responsable de mort chez l'homme à partir d'un échantillon ancien. Les deux seuls contre-exemples, c'est ce que je disais tout à l'heure, le virus de la grippe espagnole, bon, 1919-1920, c'est déjà pas mal. Et puis l'autre contre-exemple que je connais, mais qui est un peu limite, en 2 minutes, c'est l'histoire d'un morceau de sucre qui avait été pris sur un espion allemand en Norvège en 1917. Le morceau de sucre en question avait été conservé pieusement dans un musée à Trondheim sur une cloche en verre, et puis un jour, la dame, en époussetant la cloche, pouf, elle fait tomber la cloche, elle fait tomber le morceau de sucre, et surprise, qu'est-ce qu'il y avait dans le sucre? Une ampoule en verre. Heureusement, les gens se sont dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y ait une petite ampoule en verre dans un morceau de sucre pris sur un espion en 1917. Les personnes ont eu le bon goût de transporter ça dans un laboratoire à peu près correct, plutôt que de manipuler ça n'importe où. Et pour faire vite, qu'est-ce que l'on a retrouvé dans l'ampoule en verre? Une bactérie qui s'appelle Bacillus anthracis. Cette bactérie est responsable d'une maladie infectieuse de l'homme et des animaux, qui en français s'appelle le charbon. Alors en Belgique, je ne sais pas si vous utilisez le vocable charbon ou anthrax, qui est le mot anthrax, d'accord. Donc la Belgique est sous influence anglo-saxonne, donc nous parlerons d'anthrax. Donc le Bacillus anthracis est responsable de l'anthrax, qui est une maladie mortelle de l'homme et des animaux. C'est elle qui a défrayé la chronique dans la suite des attentats contre les tours jumelles en 2001, où un militaire américain fou s'est mis à envoyer de l'anthrax, qui avait été appointé d'ailleurs pour travailler en microbiologie militaire, à envoyer de l'anthrax à tel et tel sénateur, et ainsi de suite. Bref, donc c'est une bactérie, mortelle pour l'homme, mortelle pour les animaux. L'idée, c'est que probablement l'espion allemand en question, probablement avait comme mission en réalité de tuer les chevaux. 1917, la Grande Guerre, mais en réalité, malgré la mécanisation, les chevaux restent extrêmement importants pour le mouvement des troupes, tirer les canons, et ainsi de suite. Et l'idée, probablement, c'est qu'il avait comme mission de tuer les chevaux des troupes alliées qui étaient sur le front norvégien. Autre technique, donc, si vous voulez, pour l'instant, pour faire simple, à ma connaissance, personne n'a réussi à recultiver, réisoler un microbe d'un échantillon ancien. Le seul qui est arrivé, c'est moi, mais ce n'est pas encore publié. L'immunodétection et la sérologie, c'est quelque chose que l'on va redévelopper au laboratoire. Ça rejoint peut-être pas des préoccupations, mais des thèmes de recherche du laboratoire ici. On est en train de mettre en place une technique qui va nous permettre dans 2 ans, 2 ans et demi, de réaliser de très nombreuses sérologies contre des microbes sur un tout petit échantillon de pulpe dentaire, par exemple, ou peut-être cette fois-ci d'ailleurs d'échantillons osseux. Donc l'idée, c'est d'être capable de screener, de tester un grand nombre de microbes. Un grand nombre, ça veut dire une vingtaine de microbes,
à partir d'un petit échantillon prélevé chez l'homme et dire cette personne avait des anticorps contre ça, ça, ça et ça et ça et ça comme maladie, c'est-à-dire que cette personne-là avait rencontré l'anthrax, avait rencontré, je sais pas quoi, la fièvre typhoïde, avait rencontré le typhus, avait rencontré cela. C'est une technique qui n'est pas développée actuellement. Il y a à ma connaissance un seul papier dans la littérature qui concerne la syphilis, et je crois que c'est vraiment le seul où l'on a pu refaire une sérologie contre le microbe syphilis à partir d'un fragment osseux 18e. Donc c'est une méthode on va reprendre la question avec des méthodes extrêmement modernes de laboratoire à partir du mois de janvier. Et puis ce que je vais vous présenter essentiellement dans la plupart de l'exposé, ça va être les méthodes moléculaires. Les méthodes moléculaires, c'est quoi? Eh bien ça consiste à analyser l'ADN. Alors comme j'ai compris que vous n'aviez plus tous nécessairement un background en biologie, je reprends 2 minutes, sauf si ça ne sert à rien. Si vous me dites que ça ne sert à rien, on ne le fait pas. Mais juste pour vous rappeler que tous les êtres vivants à la surface de la Terre contiennent une molécule que l'on appelle ADN. Vous avez de l'ADN, j'ai de l'ADN, les platanes du parc ont de l'ADN, le ver de terre a de l'ADN. Tout ce qui vit a de l'ADN, tout ce qui vit à la surface de la Terre a de l'ADN. Et deuxièmement, pour faire très très vite, cet ADN, vous en souvenez peut-être de vos cours avant le bac, c'est constitué par l'association qui se tiennent la main comme ça de 4 éléments chimiques que l'on appelle A, T, G et C, adénine, thymine, guanosine et cytosine, sont des bases aminées, peu importe, sont des éléments chimiques, A, T, G, C. Ils se donnent la main comme ça, ces éléments chimiques, et en se donnant la main, ils font une ribambelle d'éléments chimiques qui constituent la molécule d'ADN. Et puis, troisième chose à retenir très simple, c'est qu'ensuite, eh bien, chacun d'entre nous a un enchaînement caractéristique de ces bases ATGC qui se donnent la main. Et l'enchaînement de ces bases est caractéristique, on va dire pour l'instant, de l'espèce, pour faire simple. Donc l'espèce homme, à laquelle apparemment nous appartenons tous aujourd'hui dans la salle de cours, a un enchaînement caractéristique qui le distingue de l'espèce platane, qui a un enchaînement caractéristique différent de l'espèce ver de terre et différent de chacun des microbes. Donc chaque microbe à la surface de la Terre a un enchaînement caractéristique des 4 bases ATGC, cela sur des millions et des millions et des millions de bases. Une bactérie, par exemple, ça contient entre 1 et 10 millions de bases qui se donnent la main comme ça, d'accord? Entre 1 et 10 ATGC qui se donnent la main. Et donc cet enchaînement, pour faire simple, on va considérer que c'est caractéristique de l'espèce. Donc si au laboratoire, à partir d'un échantillon, je suis capable de reconstituer l'enchaînement ATGC à partir d'un échantillon, eh bien je suis capable de dire à quelle espèce avec certitude cet échantillon appartient. Alors en réalité, je vais utiliser cette propriété absolument remarquable pour détecter les microbes dans les échantillons que vous voudrez bien me confier dans quelques années. Comment on fait? Eh bien, on prend l'échantillon, pour ce qui me concerne beaucoup la pulpe dentaire. Bon, c'est pas très important tout ça. La pulpe dentaire. Ah, pardon. Donc, on prend la pulpe dentaire, on récupère tout l'ADN, donc l'ADN de la personne qui est décédée, mais aussi, s'il y en a, l'ADN du microbe, et on va déterminer à partir de cet ADN l'enchaînement des bases. Pour déterminer l'enchaînement des bases, on utilise, jusqu'à présent, c'est en train de changer, mais jusqu'à présent, on utilise une méthode qui est marquée là-haut au tableau, qui s'appelle PCR. C'est un sigle qui veut dire polymérase chaîne réaction. Très simplement, c'est une technique de laboratoire qui nous permet de multiplier par 1 million la quantité d'ADN. Donc si vous me donnez une vieille dent, je vais extraire l'ADN de la pulpe de la vieille dent, mais j'ai un tout petit peu d'ADN, pas assez, pas suffisamment pour l'analyser. Et donc j'ai une étape intermédiaire qui est l'amplification 1 million de fois de cette quantité d'ADN par la technique de laboratoire qui s'appelle PCR, et maintenant j'ai 1 million de fois d'ADN, et cette fois-ci j'ai assez d'ADN pour pouvoir le couper en morceaux et retrouver l'enchaînement de mes bases ATGC. Et quand j'ai fait l'enchaînement de mes bases ATGC, eh bien j'obtiens ça, j'obtiens l'enchaînement des bases, et cet enchaînement des bases, je le compare par Internet avec des bases de données qui sont situées un petit peu en Europe, un petit peu au Japon et beaucoup aux États-Unis actuellement. On a une grosse dépendance vis-à-vis de l'Amérique là-dessus, c'est comme ça. Et donc je le compare avec des banques de données, et dans les banques de données, pour faire simple, si vous avez toutes les espèces vivantes du monde qui sont dans la base de données avec l'enchaînement, eh bien moi je prends l'enchaînement que je viens de faire au laboratoire,
je le compare avec tous les enchaînements des bases de toutes les espèces qui sont dans les banques de données, jusqu'à ce que le logiciel me dise « bingo, paf !» L'enchaînement que tu as dans ton laboratoire, c'est tel ou tel microbe pour ce qui m'intéresse, mais on peut extrapoler. Si vous avez un doute sur un petit fragment d'os, vous ne savez pas trop si c'est de l'homme, de la chèvre ou du mouton, on peut faire exactement la même chose. On peut extraire l'ADN du fragment d'os, exactement la même technique. On prend l'enchaînement des bases, on le compare et à la fin on dit c'est de la chèvre et c'est pas du mouton ou c'est pas de l'os. Donc si vous voulez, c'est une méthode extrêmement générale qui, à partir d'un échantillon que vous collectez vous en fouillant, par exemple un charnier de catastrophe ou autre, vous permet à partir d'un petit échantillon de pulpe dentaire, de dents, ou bien d'autres échantillons comme on le verra, de déterminer l'espèce que vous êtes en train de travailler, ou d'où l'échantillon a été pris, et ou la présence de tel ou tel microbe dans cet échantillon. Donc c'est une technique quand même extrêmement puissante. Bon, je vais passer là-dessus, qui sont des détails techniques finalement qui ont peut-être moins d'intérêt devant cette audience, simplement pour dire bon, qu'il faut des conditions de laboratoire, si vous voulez, extrêmement précises. Le risque essentiel que l'on a avec ces techniques moléculaires basées sur la PCR, c'est le risque de contamination. C'est-à-dire que si vous cherchez à partir d'un petit morceau d'os de la chèvre et que vous faites que travailler de la chèvre dans votre laboratoire, intuitivement on comprend que l'on peut contaminer involontairement, sans le voir, sans le faire exprès, un échantillon par tous les travaux que l'on a fait antérieurement sur la chèvre. Et donc on risque de rendre, ah ben ça c'est de la chèvre, alors que c'est faux, c'est peut-être du mouton ou de l'homme ou autre chose. Donc c'est le risque essentiel que l'on a avec ces techniques, c'est un risque de contamination des échantillons, et donc il faut prendre au laboratoire des précautions extrêmement précises, des protocoles très très stricts pour ne pas contaminer. Mais c'est la même chose au moment de la fouille, et donc pour ne pas contaminer vos échantillons, je vous exhorte beaucoup à manipuler vos échantillons avec des gants. Non pas pour vous protéger vous ne risquez absolument rien, mais vous risquez de mettre votre ADN à vous, puisqu'on a dit que tous les êtres vivants avaient de l'ADN. Apparemment, tout le monde est vivant dans la salle, donc tout le monde a de l'ADN dans la salle, et donc si vous manipulez plus ou moins à main nue comme ça des échantillons, mais c'est vrai pour les squelettes, c'est vrai pour les petits squelettes d'animaux, c'est vrai pour les échantillons de sédiments, si vous manipulez ça à main nue, vous allez apporter votre ADN à vous sur l'échantillon, et quand vous demanderez 1 an ou 2 ans après au laboratoire de faire l'étude de population de votre charnier, eh bien, il risque de retrouver que c'était très très monomorphe et qu'effectivement tout le monde était issu de la même famille, il n'y a pas de problème, ils avaient tous le même haplotype, ah ben c'est sûr, c'est celui d'une ou des 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont fouillé le charnier et puis qui à main nue ont pris l'os pour le mettre dans un sac et ainsi de suite. Donc deuxième recommandation de terrain, après vous avoir dit qu'il faut conserver des échantillons de sédiments autour de vos squelettes, éventuellement d'organiser sur le site même de la fouille, de récupérer les cuticules d'ectoparasites qui m'intéressent beaucoup. Deuxième recommandation, portez des gants, non stériles, mais portez des gants pour ne pas mettre votre ADN sur vos échantillons et compliquer beaucoup la tâche des gens qui font ensuite la biologie des populations, ce qui n'est pas mon cas. Très bien, donc des conditions de laboratoire un peu particulières. En faisant ça, eh bien, on a donc travaillé sur les fameux échantillons de Marseille 1720-1722, et puis on a aussi travaillé, je vais y revenir, sur des échantillons plus anciens. On a obtenu des séquences, et quand j'ai quand j'ai comparé mes séquences avec les banques de données aux États-Unis, je suis tombé sur quoi? Sur Yersinia pestis. Alors ce mot, ça désigne une bactérie qui est une bactérie qui est responsable de la peste chez l'homme, et on a pu ainsi confirmer que ce grand épisode de mortalité dont Michel Signoli, par exemple, pense qu'il a tué jusqu'à la moitié de la ville en l'espace d'une année, en l'espace de 2 ans, entre 1720 et 1722, je ne sais pas si vous imaginez, on est en fin 2012, il faut imaginer Bruxelles, moins 600 000 personnes, fin 2014. Je sais pas si, on n'arrive pas en réalité à s'imaginer l'impact d'un événement comme ça sur une ville moderne. On n'arrive même pas à se figurer ce que ça pouvait être. Eh bien, on a pu démontrer au laboratoire que cet événement très brutal sur notre ville, c'était la peste. Alors juste pour 2 mots, la peste, ça n'est pas qu'une maladie du passé, c'est une maladie contemporaine. Voilà actuellement les pays qui déclarent plusieurs milliers de cas de peste tous les ans à l'Organisation mondiale de la santé. Les 2 gros cercles énormes, c'est celui à gauche, la République dite démocratique du Congo, celui à droite, Madagascar. Donc les 2 pays qui déclarent entre 2000 et 5000 cas de peste tous les ans
à l'Organisation mondiale de la santé, et ça fait quelques centaines de morts à Madagascar et plusieurs milliers de morts au Congo actuellement, tous les ans. Donc c'est bien une maladie du passé, et c'est aussi une maladie du présent. Il y a même un petit rond sur les États-Unis. Vous voyez, les États-Unis déclarent entre 5 et 10 cas de peste tous les ans à l'Organisation mondiale de la santé. Donc attention, si vous êtes chasseur et que vous allez chasser dans les États du Sud, à la frontière du Mexique, il y a un risque de peste. C'est le Nouveau-Mexique, Arizona, qui sont les États qui déclarent les cas de peste actuellement aux États-Unis. Bon, il n'y en a que 5, mais les gros problèmes actuellement, en pratique, c'est en Afrique tropicale. Donc c'est une maladie aussi du présent. Il y a des gens qui souffrent et qui meurent de peste aujourd'hui, en 2012. La peste, en gros, c'est transmis à partir des micro-mammifères sauvages, des rats et équivalents qui sont autour de nous, qui sont infestés par la bactérie Yersinia. Et cette bactérie est transmise à l'homme par la puce qui vit sur le rat. C'est pour ça que je vous disais que c'est extrêmement important de collecter, de se donner les moyens de collecter les ectoparasites anciens quand vous allez fouiller. C'est très 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 important. Et donc ça donne ça, la puce pique par exemple au mollet, elle injecte, si vous voulez, pour faire simple, la bactérie Yersinia dans le mollet, et cette bactérie, elle va remonter le long de la jambe et elle va s'arrêter dans un premier temps dans des ganglions lymphatiques que l'on a, là, qui surveillent en permanence nos jambes, que l'on a au creux inguinal. Quand tout va bien, qu'il n'y a pas de microbes, on ne les sent pas, d'accord, vous ferez de la palpation auto ou croisée ce soir, vous verrez, vous n'avez pas de ganglions, pour l'instant, je vous le souhaite, dans le creux inguinal, mais si vous êtes piqué par une puce qui vous transmet Yersinia, pof, en 4 à 5 jours, un énorme ganglion extrêmement douloureux apparaît à l'aine. Il est très très caractéristique, très très douloureux, très inflammatoire, et c'est un des rares ganglions en médecine qui a un nom. Il n'y en a que 3 qui ont un nom en médecine. Celui-là, il s'appelle un bubon. Un bubon, c'est un ganglion lymphatique extrêmement douloureux, extrêmement inflammatoire, qui est plein de pus et plein de bactéries Yersinia. Le bubon, malheureusement, il n'arrive pas à freiner l'invasion par la bactérie, qui va continuer son chemin, qui va donner une septicémie, elle va se répandre dans tout le corps par le sang, et elle va tuer le bonhomme en un espace compris entre 5 et 7 jours s'il n'y a pas de traitement antibiotique. Mais à Marseille, en 1720, il n'y avait pas de traitement antibiotique efficace disponible contre la peste, et les tisanes n'y suffisaient pas. Donc voilà l'exemple d'un bubon sur un enfant à Madagascar. Les documents historiques que vous connaissez au moins aussi bien que moi, certainement même mieux que moi pour certains d'entre vous, pour avoir commencé à mettre votre nez dans ces vieux grimoires, font état de 2, même de 3, en réalité, pandémies historiques. La première pandémie épidémique en Europe, ça c'est une vision européenne du monde, attention, que l'Europe, ça. C'est nous qui voyons ça comme ça. Mais donc on a tendance à dire qu'il y a une grande épidémie en Europe, vous voyez, entre le 6e, 8e siècle, qui s'est répandue avec une caractéristique que vous voyez sur cette carte, qui est une épidémie du littoral. Bien sûr, elle est remontée jusqu'à Trèves, qui n'est quand même pas une grande ville littorale, mais essentiellement une épidémie littorale. Pour faire simple, on a travaillé au laboratoire à Marseille sur des échantillons de cette peste que l'on appelle la peste justinienne, du fait de l'empereur romain, d'un des empereurs romains de cette époque, et on a pu montrer que cette grande épidémie, c'était bien de la peste. Il n'y a pas de doute, c'est Yersinia pestis. Et puis l'épidémie s'est éteinte au 8e siècle. Comment? Point d'interrogation. C'est à partir de là que les ports de la Méditerranée ont mis en place le système de quarantaine. Après, en réalité, mais ça a commencé. Deuxième grande épidémie, la peste revient. Là, c'est très exactement daté. 1347, la peste revient en Europe. Elle rentre par l'Italie, elle rentre par Marseille également en même temps. Et donc, cette fois-ci, ça va être une peste continentale. Elle va se répandre jusqu'en Scandinavie, jusqu'à Moscou. Elle va donc balayer la totalité du continent européen. Bon, les historiens, démographes estiment qu'environ un tiers de la population de l'Europe a été tuée par cette grande épidémie de peste dans cette période de la moitié du 14e. Là aussi, nous avons travaillé au laboratoire à Marseille sur des échantillons de cette période. Il n'y a pas de doute, c'est la peste, c'est Yersinia pestis, tout ça. Et puis la troisième épidémie est importante, on commence à rentrer à l'époque moderne, microbiologie moderne. Hong Kong, 1894, on découvre cette fois-ci le bacille, comme on disait encore à cette époque-là, le bacille de la peste, la bactérie Yersinia pestis responsable de la peste est découverte en 1894 par un élève de Louis Pasteur qui s'appelait tout simplement Alexandre Yersin. Et donc Yersin a donné son nom à la bactérie Yersinia pestis.
Bon, c'est une histoire absolument captivante pour ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à l'histoire des découvertes en microbiologie. Pour faire simple, mais je n'ai pas le temps, c'est la même histoire que le sida, exactement la même histoire, tout pareil, avec les luttes entre des équipes de microbiologie, la course à la publication, les fausses publications, tout y est. C'est exactement la même histoire qui se répète. Mais je n'ai pas le temps de vous préciser. Alors cette fois-ci, la troisième pandémie, donc première pandémie justinienne jusqu'au 8e siècle, deuxième pandémie qui démarre à la moitié du 14e pour s'éteindre, on ne sait pas comment, au XVIIIe siècle. C'est l'épisode de Marseille 1722, on est encore dans la deuxième pandémie, ça s'éteint. Troisième pandémie, ça redémarre en réalité de Chine à partir de la fin du 19e, et cette fois-ci, ça va se répandre sur l'ensemble de la Terre, et tous les pays vont être atteints par la troisième pandémie. Et les cas que je vous ai présentés tout à l'heure à Madagascar, en République du Congo actuelle, sont dans le cadre de cette troisième pandémie. Donc nous sommes actuellement dans une troisième pandémie de peste dont on n'arrive pas à se sortir. Si on a le temps, on verra pourquoi on n'est pas prêt de s'en sortir. Donc ça, juste pour illustrer des travaux que nous avons réalisés au laboratoire et vous montrer qu'on a donc travaillé effectivement sur des échantillons de Sens datés du 6e siècle, des échantillons de Dreux datés 12e, 14e, un échantillon de Montpellier qui a pu être daté très très précisément de 1348, et puis les travaux que je vous avais montrés antérieurement sur la peste à Marseille en 1720-1722. Donc toutes ces trois grandes pandémies sont bien des pandémies de peste, et ces travaux que nous avons été pionniers à réaliser à Marseille ont été ensuite confirmés par différentes équipes en Europe et dans différents sites, et vous avez une carte qui vous montre, bon, vous voyez, en gros, il y a schématiquement, c'est pas exhaustif ça maintenant, mais il y a en réalité 6 équipes, au moins 6 équipes maintenant en Europe qui ont bien démontré qu'il s'agissait bien de la peste, maladie infectieuse due à la bactérie Yersinia pestis, en utilisant des techniques différentes sur des charniers différents. Donc il n'y a plus de doute, le dernier travail en date ayant été publié dans 2 revues extrêmement prestigieuses, la revue Nature, qui est, vous savez, la revue numéro 1 de science dans le monde, et puis une qui est, je ne sais pas quoi, 3e ou 4e actuellement, qui s'appelle PNAS, Proceeding National Academy of Science of USA. Bon, bref, une équipe anglo-allemande a montré sur un charnier de peste médiévale à Londres qu'il s'agissait indiscutablement de la bactérie Yersinia, en reconstituant cette fois-ci la totalité, tout l'ADN de la bactérie, tout le chromosome et les plasmides complets de la bactérie. Donc tout l'ADN a été complètement reconstitué au laboratoire par cette équipe anglo-allemande à propos de la peste de Londres. Donc si vous voulez, il n'y a plus aucun doute du tout concernant cette peste, et nous venons de terminer un travail que l'on vient de soumettre pour publication la semaine dernière, en utilisant cette même technique, la technique de métagénomique. Donc je vous disais tout à l'heure que pour étudier l'ADN d'un échantillon ancien, il fallait d'abord passer par une phase d'amplification que l'on appelle la PCR. En réalité maintenant, on a une deuxième méthode, qui est cette méthode de métagénomique, où l'on n'a plus besoin d'amplifier l'ADN du tout. On utilise l'échantillon que vous nous confiez, on extrait tout l'ADN et on va séquencer, comme on dit, tout l'ADN, on va récupérer toutes les séquences, tous les enchaînements ATGC que contient votre échantillon, tout ça va être reconstitué par une machine comme ça, que l'on appelle des séquenceurs haut débit, et on dispose actuellement dans les laboratoires d'une capacité considérable de séquençage. Notre problème actuellement, mais ça rejoint, je vois des problèmes dans d'autres champs, c'est qu'on a trop de données de séquençage maintenant, et puis il faut effectivement s'arrêter un peu pour les analyser. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Voilà. Donc on a une capacité, simplement pour dire qu'on a une capacité infinie maintenant à séquencer l'ADN de n'importe quel échantillon. Ça n'est plus du tout, quasiment plus, un problème dans le laboratoire grâce à ces techniques de métagénomique. Et par exemple, ben voilà, on s'est cassé les dents, si j'ose dire, sur un charnier d'Issoudun qu'on a travaillé depuis plus de 10 ans avec Dominique Castex, qui est une de vos collègues qui travaille à Bordeaux. On ne savait pas, on a fait la métagénomique, pouf, on a retrouvé quoi? On a retrouvé à nouveau la peste. Très bien. Et donc, si vous voulez, les controverses que vous pourriez lire dans la littérature sont complètement terminées. Tant que vous n'avez pas de preuves microbiologiques d'un charnier ou d'une épidémie, vous pouvez écrire tout et n'importe quoi, et avec votre respect, c'est ce qu'ont fait les historiens, les anthropologues, surtout les historiens d'ailleurs, pendant très longtemps, et ils continuent à le faire.
Il continue à le faire. Et d'ailleurs, c'est scientifiquement plus ou moins sympathique parce qu'il continue, notamment aux États-Unis, parce qu'ils vendent des livres, parce que ça se vend très très bien pour le grand public, ça. Le grand public raffole de ces histoires d'épidémies anciennes, du côté enquête policière, et donc finalement, n'importe qui peut décider que c'est n'importe quel microbe, échafauder n'importe quelle théorie, écrire un joli livre et le vendre en librairie aux États-Unis, et ça marche très très bien. Donc, y compris avec un aspect un peu mercantile, moins sympathique des choses, eh bien, il y a tout un tas de théories qui avaient été échafaudées pour expliquer ces grandes épidémies anciennes, notamment médiévales. On avait donc proposé, vous voyez, jusqu'à un passé très récent, il manque un zéro devant, en 2002, Cantor, que c'était le fameux anthrax. C'est pas ça, c'est Yersinia pestis. Il avait été proposé que c'était la grippe, une grippe maligne. C'est pas ça, c'est Yersinia pestis. Il avait été proposé que c'était une fièvre hémorragique, vous savez, du genre Ebola, hein, qui ressort tous les 6 mois dans la presse grand public, généraliste, qui fait peur à tout le monde. C'est pas ça du tout. C'est Yersinia pestis, c'est la peste. Alors c'est peut-être moins poétique, mais enfin, la réalité est brutale, c'est la peste. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé à continuer à travailler dans cette histoire de la peste? Eh bien, en réalité, cette peste, encore une fois, ça continue à être une maladie contemporaine en Afrique intertropicale, est due à une bactérie, vous l'avez compris, Yersinia pestis, mais dans cette bactérie, on est capable de distinguer plusieurs petits variants. De la même façon que je suis capable de reconnaître dans la salle qu'il y a des garçons et des filles, apparemment, il y a des blonds, pas beaucoup d'ailleurs, quelques bruns. Voilà. Donc je suis capable de reconnaître dans différents individus de l'espèce humaine dans cette salle cet après-midi, je suis capable de reconnaître les individus les uns des autres finalement. D'accord? Il n'y a pas de vrais jumeaux manifestement, donc je suis capable de tous vous reconnaître. Ben, de la même façon, dans l'espèce bactérienne Yersinia pestis, on est capable de reconnaître les individus les uns des autres, et on les a mis dans 3 grands groupes que l'on a joliment appelés Antiqua, Medievalis, Orientalis. Pourquoi ils ont été nommés comme ça? Là aussi sur la base d'une hypothèse, d'une théorie non vérifiée, qui est que un premier variant de la bactérie Yersinia aurait été responsable de la peste justinienne, Antiqua, qu'un deuxième variant de la bactérie aurait été responsable de la grande peste médiévale, la peste noire, la Black Death de la littérature anglo-saxonne, c'eût été le variant Medievalis. Et puis, la troisième pandémie actuelle, qui a démarré à Hong Kong, démasquée par Alexandre Yersin, était liée, ça c'est absolument certain, à un troisième variant qui s'appelle Orientalis. Et donc là aussi, un microbiologiste d'ailleurs a échafaudé une grande théorie comme ça, en disant c'est pas compliqué, il y a 3 variants de l'espèce Yersinia pestis que je peux reconnaître au laboratoire, il y a 3 pandémies, et bien donc chaque variant est responsable d'une pandémie. Alors on a voulu challenger cette hypothèse, c'était purement une hypothèse sur le papier, aucune preuve expérimentale. On a voulu challenger cette hypothèse au laboratoire, et donc pour aller plus loin, on a repris nos ADN extraits de nos échantillons de peste des différentes époques, et on a inventé au laboratoire à Marseille une méthode basée toujours pareil sur l'analyse de l'enchaînement ATGC des bases, qui nous permet de distinguer les 3 variants. Bon, je vais passer sur la technique, simplement pour les francophones entre vous, on l'a joliment appelé MST dans la littérature anglo-saxonne. Donc pour les anglo-saxons, officiellement, ça veut dire Multispacer Sequence Typing. Enfin, il y a un petit clin d'œil, ça fait partie des plaisirs du métier. Donc avec cette MST, on est capable de distinguer les différents variants de la bactérie Yersinia pestis. Et qu'est-ce que l'on s'est aperçu? Eh bien en réalité, jusqu'à présent, dans tous les échantillons anciens qu'on a testés, de tous les charniers, de toutes les époques, on ne trouve qu'un seul variant de la bactérie, qui est le variant Orientalis. Donc ce variant Orientalis, on savait presque depuis Alexandre Yersin que c'était lui qui était responsable de la 3e pandémie, mais encore une fois, on ne savait pas qu'est-ce qu'il en était de l'époque médiévale, ni de l'époque justinienne. Mais en réalité, il y a un seul variant. Alors ça, pour nous, pour les microbiologistes, alors cette observation que nous avons fait au laboratoire à Marseille est challengée. Celle-ci, tout le monde n'est pas d'accord, et en particulier l'équipe anglo-allemande dont j'ai cité les travaux tout à l'heure n'est pas d'accord, mais il n'y a aucune preuve expérimentale. Donc simplement, il faut savoir que les résultats pour l'instant que l'on a obtenus à Marseille n'ont pas été reproduits dans les autres laboratoires qui s'intéressent au sujet. Donc ça reste un point d'interrogation. Alors ça paraît évidemment complètement futile de savoir si c'est Antiqua, Medievalis, Orientalis, on s'en fiche complètement. En réalité, non, parce que pour un microbiologiste, ça parle. Et si les résultats que nous avons obtenus à Marseille arrivent à être confirmés dans un autre laboratoire, ça laisse supposer que ce variant Orientalis de la bactérie
a une capacité plus particulière à donner des épidémies monstrueuses que les autres variants. Donc, ce n'est pas complètement indifférent de savoir quel variant. Pour les microbiologistes, c'est important de savoir s'il y a un variant, vous voyez, qui aurait une capacité à donner des épidémies extrêmement importantes. Alors, on a mis au point, pour conforter nos résultats, d'autres méthodes de laboratoire qui, cette fois-ci, ne cherchent pas à étudier l'ADN de la bactérie, mais qui cherchent à étudier les antigènes qui sont à la surface de la bactérie. Tous les êtres vivants expriment des antigènes à leur surface. Nous exprimons tous dans la salle des antigènes à la surface de nos cellules. Vous savez peut-être, c'est le système HLA, par exemple, qui permet à notre corps de reconnaître le soi et le non-soi. C'est le prix Nobel de Jean Dossé. Bon. Tous les êtres vivants expriment comme ça des antigènes qui leur permettent, pour faire simple, de reconnaître ce qui appartient à l'individu de ce qui ne lui appartient pas, pour faire simple. Les bactéries aussi, elles ont des antigènes à leur surface, et donc on a développé au laboratoire, je n'insiste pas, mais d'autres techniques qui nous permettent non seulement d'analyser l'ADN de la bactérie, mais également les antigènes exprimés par cette bactérie, et d'utiliser ces techniques pour analyser les échantillons anciens, et c'est ce que l'on a fait sur différents travaux. Alors cette peste dont j'ai dit que c'est toujours une maladie contemporaine, fonctionne actuellement sur le schéma comme ça, qui est montré là, qui est montré dans une des meilleures revues du monde, Nature Revue Microbiologie. Alors certes, ça a 10 ans, mais enfin, ça reste une des meilleures revues du monde. Et donc, si vous lisez par hasard les traités actuels sur la peste ou les très bonnes revues sur la peste, vous allez voir que la peste est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie infectieuse qui atteint avant tout les animaux autour de nous, les petits rongeurs autour de nous, qui est transmis à l'homme par les puces des petits rongeurs, et qui donne le bubon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis voilà. Le problème qui s'est posé quand on a travaillé avec les historiens, surtout les anthropologues à la faculté de médecine, c'est de dire, attends, eux ils nous disent qu'en l'espace de 2 ans, la moitié de la ville de Marseille a été détruite par la bactérie Yersinia pestis. Et donc, c'est une estimation, mais ils estiment qu'il y a eu de l'ordre de 150, peut-être 200 000 personnes qui sont mortes en l'espace de 2 ans. La question, c'était, est-ce que ce schéma-là peut vraiment rendre compte d'une épidémie massive telle qu'on l'a diagnostiquée à Marseille en 1720-1722 ? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'il y a eu 200 rats qui aient été apportés peut-être par le grand Saint-Antoine en mai-juin 1720 quand je dis 200 000, pardon, 150 000 ou 200 000 rats qui soient arrivés avec leurs 200 000 puces, qui aient piqué 200 000 Marseillais du 18e qui sont morts. Est-ce que c'est un schéma qui tient la route ? En réalité, il y a beaucoup d'éléments pour penser que ce schéma, qui est vrai, on est sûr que c'est vrai, on est sûr que la peste, la bactérie infecte des petits rongeurs autour de nous, on est sûr qu'elle peut être transmise à l'homme par des puces des petits rongeurs, des rats, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit à expliquer l'épidémie ? Il y a plein d'éléments qui font dire que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas possible. Ces éléments, bon, je n'ai pas le temps de tous les détailler, mais il y a plein d'éléments qui font dire que ce n'est pas possible. Alors il y a quelque chose qui est venu nous mettre, si j'ose dire, la puce à l'oreille dans ces observations. C'est un travail que l'on a fait avec un de vos collègues de l'INRAP en région parisienne, qui nous a confié des échantillons d'un petit charnier qu'il a fouillé à Bondy, qui est en région parisienne. Donc voilà les photographies qu'a faites ce collègue, le plan du charnier de catastrophe en question. Il nous a confié, toujours pareil, des dents. Nous, on travaille sur les dents. On a récupéré la pulpe, l'ADN, le truc, le machin. On a fait tout notre business. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à Bondy ? 2 choses. On a trouvé la peste, mais on a trouvé une autre bactérie, que j'ai évoquée un tout petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Bartonella quintana. Bartonella quintana, c'est une bactérie. Ça rend l'homme malade. Ça rend l'homme moderne contemporain malade. Et on sait que sur l'homme contemporain, c'est transmis d'homme à homme, cette fois-ci, par un ectoparasite de l'homme, le pouls. C'est le pouls de corps qui transmet de personne à personne Bartonella quintana. Alors ça reste une maladie contemporaine parce que à Bruxelles, j'imagine, comme à Paris ou comme à Marseille, eh bien, et on rentre dans la bonne saison là, eh bien il y a des SDF qui sont regroupés dans des foyers d'accueil pour SDF. Eh bien, si vous aviez la curiosité d'aller ce soir dans un des foyers, j'imagine qu'il y en a d'accueil pour SDF à Bruxelles, et que vous regardiez les pouilleux, ben vous avez entre 30 et 60% de pouilleux
sur les SDF de Bruxelles. À Marseille, on a jusqu'à 60% de pouilleux dans les SDF marseillais, dans un des deux centres d'hébergement pour SDF de la ville. Donc le pouls de corps, je ne parle pas des poux des cheveux des enfants à l'école maternelle, le pouls de corps reste, y compris en Europe en 2012, en réalité un problème pour certaines populations, et c'est dans ces populations que le pouls va continuer à transmettre cette bactérie qui peut donner une infection mortelle du cœur, une endocardite mortelle. Et donc ça, c'était une observation extrêmement importante pour nous, parce que c'est comme si ces personnes étaient mortes de peste et étaient en même temps infectées par une bactérie transmise par le pouls. Et donc la question qui s'est posée, c'est, mais et si le pouls de corps participait aussi à la transmission de la peste? Et donc en réalité, pour aller très très vite, c'est ce qu'on a démontré au laboratoire dans un modèle animal. On a pu démontrer que le pouls de corps est un excellent vecteur de la bactérie Yersinia pestis sur modèle animal. Et donc le point où on en est actuellement, c'est de penser que le pouls de corps est effectivement un vecteur de la bactérie Yersinia pestis. Et je vous ai dit que cette bactérie était toujours prévalente dans des zones intertropicales du globe. On a donc actuellement, pour schéma, si vous voulez, on a changé les textbooks. Donc ça, c'est le top du top. Quand vous faites une recherche qui permet de changer le chapitre du livre, c'est bon, c'est que vous avez fait quelque chose d'utile. Donc on a changé le chapitre du livre en disant la peste, oui d'accord, c'est les petites marmottes, les rats, tout ça autour de nous. C'est les puces qui transmettent ça de marmotte à marmotte. Occasionnellement, la puce va le transmettre au rat autour de l'homme. Occasionnellement, la puce du rat va le transmettre à l'homme. Mais ensuite, ça fait des cas sporadiques. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est 5-10 cas par an dans le monde à la frontière du Mexique. C'est pas Marseille 1722 avec 150 000 morts en quelques mois. Pour avoir 150 000 morts en quelques mois, il faut passer à l'étape d'au-dessus. Il faut qu'il y ait un ectoparasite de l'homme, cette fois-ci, probablement le pouls, notamment le pouls, qui transmette d'un patient, d'un premier patient pestiféré à un deuxième et ainsi de suite. Alors si vous voulez, ça c'est une réflexion extrêmement importante en maladies infectieuses et en microbiologie, c'est qu'est-ce qui fait le phénomène épidémique? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'à un moment, un microbe, au lieu d'infecter une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, il va se mettre à en infecter 5000, 10 000, 100 000, 1 million. Quel est le truc qui fait en sorte que le VIH, d'un seul coup, il se met à infecter des centaines de milliers de personnes et à tuer des dizaines de milliers de personnes? Quel est le truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que la peste, qui aujourd'hui est responsable de 10 cas aux États-Unis, a pu flinguer 150 000 personnes en l'espace de quelques mois à Marseille? C'est ça le phénomène épidémique. Il se passe quelque chose, et donc l'idée que l'on a à travers ces travaux de paléomicrobiologie, eh bien, c'est d'avoir compris qu'en réalité, il faut mettre un nouvel acteur dans le système qui est le pouls de corps. Encore une fois, c'est extrêmement important que vous me gardiez les cuticules des ectoparasites dans les sédiments quand vous irez fouiller avec vos gants. Donc ça fait déjà 2 leçons de terrain très pratiques. La troisième étant qu'il est très intéressant de travailler avec un laboratoire de microbiologie. La quatrième, c'est que ça peut être le mien. Ça fait déjà 4 leçons, c'est bien. Donc si vous voulez, vous voyez, ces travaux de paléomicrobiologie, ils ont pour intérêt, allez, 2 minutes, et puis après je m'arrête et je réponds à des questions s'il y en a. Ils ont pour intérêt, pour moi en microbiologie, de changer la compréhension que j'ai d'une maladie infectieuse et en particulier d'adresser un problème qui est très important pour nous, qui est le phénomène épidémique. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un microbe qui donne quelques morts se mette à en donner des centaines, des milliers, des dizaines de milliers? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, ce qui se passe, c'est l'adaptation, c'est ce qu'on appelle l'adaptation à un nouveau vecteur, la capacité de la bactérie Yersinia à s'adapter à un nouvel agent de transmission qui est le pouls de corps de l'homme. Et à ce moment-là, c'est comme si vous mettez une allumette dans un fétu de paille. Ça part comme ça, dans des populations médiévales qui étaient en réalité hyper infestées par le pouls de corps. Dernière chose, mais enfin ça c'est marginal par rapport strictement à l'anthropologie que l'on a pu montrer, mais à partir de ces travaux quand même, c'est d'expliquer ça, c'est d'expliquer la peste d'Albert Camus, c'était quand même beau. Donc bon, vous connaissez tous, j'imagine, faisant vos humanités, la peste d'Albert Camus. Quand je fais cours aux étudiants en médecine, je suis obligé de leur expliquer un peu. Ils n'ont pas votre culture, mais là, je ne veux pas vous faire injure. Mais donc vous vous souvenez que c'est basé aussi sur un fait historique, qui effectivement, il y a eu une vraie épidémie de peste aussi à Yersinia pestis, à Oran, dans les années 40. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que 60 ans jour pour jour après, en 2003, la peste réapparaît à Oran au même endroit. Et pendant 60 ans, il n'y avait pas eu un seul cas de peste. Les études du microbe montrent que ce n'est pas un microbe importé cette fois-ci par la Méditerranée, c'est un microbe algérien, il n'y a pas de problème, il a toutes les caractéristiques d'un truc local.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement mystérieux. Et donc, pour aller très très vite, eh bien, ce que l'on a redémontré au laboratoire, c'est qu'en réalité, cette bactérie, elle reste quiescente dans le sol pendant des années, des années, des années, des années. Donc, lorsqu'une marmotte, un rat meurt de peste, parce qu'il y a beaucoup de micro-mammifères qui sont sensibles à cette bactérie comme nous, lorsqu'il meurt, la bactérie reste dans le sol, elle va rester quiescente des années, des années, des années. Et quand un nouvel animal va venir fouiller à nouveau la galerie du grand-père, parce qu'il y a des couillons comme des marmottes qui ne creusent pas des nouveaux terriers, ils réutilisent les terriers des grands-parents, hein, il faut être un peu feignant, mais enfin ils font ça, ils creusent au même endroit que les grands-parents, et bien inévitablement ils vont retomber sur la chambre où le grand-père est mort, ils retombent sur les bactéries Yersinia, ils se recontaminent et le cycle repart. Et donc c'est probablement un des éléments d'explication d'un phénomène très mystérieux sur la peste, qu'il y a des foyers de peste dans le monde où la bactérie repart comme ça de décade en décade, sans qu'apparemment on comprenne pourquoi. Dernière chose, en 1 minute, et après je réponds à vos questions si vous en avez besoin. Eh bien donc, ce que ça peut nous apporter, dans votre champ, je crois que c'est extrêmement important que lorsque vous avez une suspicion de maladie infectieuse épidémique, vous travaillez avec un des 5-6 laboratoires en Europe actuellement qui font ce type de recherche pour vous permettre de confirmer que le charnier que vous êtes en train d'étudier, d'analyser, correspond à telle ou telle maladie. Je vous ai présenté la peste, on a collectivement en Europe actuellement, nous sommes les meilleurs au monde là-dessus, collectivement en Europe, pas que notre labo, mais on a une force, on a un champ là pour lequel on est leader mondial actuellement en Europe, collectivement, et donc vous pouvez vous adresser à 4, 5, 6 laboratoires dans le monde pour adresser telle ou telle question. Les Anglais sont les champions du monde sur tuberculose et lèpre, nous sommes les champions du monde sur peste et maladies transmises par les puces, les poules, les trucs, les machins, le typhus, tout ça. Voilà. Donc il y a plusieurs laboratoires à qui vous pouvez vous adresser. C'est extrêmement important de le faire pour confirmer que le charnier que vous êtes en train de fouiller correspond, ou non d'ailleurs, ou non, à telle ou telle maladie infectieuse, parce que, à mon avis, ça vous permet de construire sur du béton plutôt que de construire sur du sable, comme je le lis de temps en temps. Parfois, je suis un peu étonné des grandes constructions des historiens ou des anthropologues, mais comment ils savent que c'est ça? Je n'arrive pas à savoir comment ils savent. Et en réalité, la peste, par exemple, il n'y a aucune signature anthropologique de la peste. C'est-à-dire que vous pouvez bien faire l'analyse, le sexe ratio, l'âge, tout ce que vous voulez, la disposition des corps, que dalle. C'est un charnier de catastrophe, point barre. Histoire de la connaissance, ça, je crois que c'est très très important, ça m'intéresse moi, tout au moins qu'il s'intéresse, c'est comment est-ce que petit à petit on arrive à séparer les entités morbides les unes des autres jusqu'au début du XXe même. Par exemple, on confondait complètement deux maladies infectieuses qui n'ont strictement rien à voir, le typhus d'un côté, la fièvre typhoïde de l'autre. Vous voyez la racine grecque commune aux deux mots, qui traduit simplement l'état de tuphos, c'est-à-dire en clair de coma, dans lequel les malades vont tomber dans ces deux maladies. Ce sont deux maladies qui n'ont strictement rien à voir, mais qui jusqu'au début du XXe siècle ont été confondues. Jusqu'au début du XXe siècle, à l'Académie de médecine, on discutait de savoir si la fièvre typhoïde et le typhus étaient deux formes cliniques de la même maladie. La réponse c'est non. Donc c'est ça la nosologie, c'est la capacité que l'on a petit à petit. La peste, elle est connue depuis au moins la période médiévale. Il n'y a pas de problème quand vous lisez les textes médiévaux, très clairement, nos prédécesseurs savaient reconnaître la peste d'entre le reste. Il n'y a aucun problème. Le bubon est très bien décrit. À chaque fois que vous avez la description de bubon épidémique, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Il n'y en a aucun. Aucune autre maladie infectieuse ne donne des épidémies de bubon. Il n'y en a pas d'autres. La microbiologie, j'ai déjà présenté ça un petit peu. Sur le plan technique, ça nous a fait beaucoup progresser. L'utilisation des techniques de séquençage à haut débit, l'immuno-PCR que je vous ai présenté rapidement pour détecter les antigènes de la bactérie dans les échantillons. Le Biacor, je vous ai dit qu'à partir de janvier, on allait travailler sur une capacité extraordinaire, je pense, dans 2 ans, à screener un très grand nombre de maladies infectieuses à travers les anticorps que l'on va récupérer à partir des échantillons de dents ou d'os que vous voudrez bien nous confier. Et puis, on en parlait un petit peu avant ce cours, l'étude des microbiotes anciens, je termine là-dessus. On travaille actuellement donc sur un échantillon belge, qui est un échantillon de coprolite ici figuré, qui a été démasqué, vous voyez, à Namur, qui, si je ne me suis pas trompé, est localisé au sud de Bruxelles. Il fait bon. Et donc, cet échantillon de Namur, qui vient effectivement de la place d'Armes, a été démasqué, évidemment, pas par moi du tout, par des équipes d'anthropologues. Comme souvent d'ailleurs, après un cheminement un petit peu complexe, cet échantillon a fini par arriver à Marseille et très rapidement, on a utilisé tout un tas de techniques pour voir au microscope plusieurs types de parasites à l'intérieur de cet échantillon. Et puis de façon beaucoup plus intéressante, on a démasqué les microbes, les bactéries que l'on trouve là-dedans. Et de façon
très intéressante et surprenante, on a trouvé pour la première fois des pathogènes de l'homme en époque médiévale à Namur, donc des Bartonella que j'ai déjà évoqués, Salmonella, donc il y avait probablement de la fièvre typhoïde à Namur au XIVe, Brucella, qui est une maladie qui a complètement disparu d'Europe actuellement, mais qui de façon non étonnante était certainement assez prévalente. C'est une maladie mortelle de l'homme et des animaux. Et puis on a retrouvé y compris des mycobactéries qui peuvent être responsables de la tuberculose. Je crois que je vais m'arrêter là, donc simplement pour vous dire, vous voyez, ce type, bien entendu, de travail participe à j'imagine, des thèmes de réflexion pour vous en anthropologie ou en histoire ou aux zones connexes des deux, qui est évidemment la mondialisation avant la mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation à partir de Christophe Colomb, ou y compris d'ailleurs dans des époques antérieures. Et pour nous, la mondialisation, c'est l'échange d'êtres vivants avec tout ce que cela peut comporter de bénéfique et puis aussi de maléfique de temps en temps. Et plus particulièrement pour nous, c'est l'échange des microbes. On a importé en Amérique des microbes, on a importé d'Amérique également des microbes, et ces microbes ne sont pas indifférents à l'évolution des populations qui en ont éventuellement souffert. Voilà, je vais arrêter là. Bon, en plus, bien entendu, vous le savez mieux que moi, c'est une source de connaissances, le microbiote, pour les sources alimentaires et autres. Et puis également, ça m'intéresse, on trouve de temps en temps des plantes à vertu manifestement médicinale dans les contenus intestinaux qui peuvent nous renseigner à la fois sur les maladies et la façon dont les populations utilisaient telle ou telle plante pour lutter éventuellement contre telle ou telle maladie infectieuse. Voilà, je m'arrête là. Mon patron Didier Raoult, qui est le directeur du laboratoire à Marseille où je travaille, Gérard Aboudaran, qui est le dentiste, qui a beaucoup contribué et travaillé avec nous pour mettre au point les différentes techniques. C'est une des étudiantes qui a regagné le Vietnam après avoir passé sa thèse au mois de juin. Et donc on a actuellement 3 étudiants qui travaillent dans le cadre de la